Sors de ton enfance, ami, réveille-toi. Jean-Jacques Rousseau. Le monde est ma représentation. Cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que, chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu'il est capable de l'amener à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil, ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait, en un mot, que le monde dont il est entouré n'existe que comme représentation, dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. S'il y a une vérité qu'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là, car elle exprime le mode de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux même de temps, d'espace et de causalité qu'il implique. Chacun de ces concepts, en effet, dans lesquels nous avons reconnu des formes diverses du principe de raison, n'est applicable qu'à un ordre déterminé de représentation. La distinction du sujet et de l'objet, au contraire, est le mode commun à toutes, le seul sous lequel on puisse concevoir une représentation quelconque, abstraite ou intuitive, rationnelle ou empirique. Aucune vérité n'est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci. Tout ce qui existe existe pour la pensée. C'est-à-dire l'univers entier est objet qu'à l'égard d'un sujet, perception que par rapport à un esprit percevant, en un mot il est pure représentation. Cette loi s'applique naturellement à tout le présent, à tout le passé et à tout l'avenir, à ce qui est loin comme à ce qui est près de nous, car elle est vraie du temps et de l'espace même, grâce auxquels les représentations particulières se distinguent les unes des autres. Tout ce que le monde renferme ou peut renfermer est dans cette dépendance nécessaire vis-à-vis du sujet et n'existe que pour le sujet. Le monde est donc représentation. Cette vérité est d'ailleurs loin d'être neuve. Elle fait déjà le fond des considérations sceptiques d'où procède la philosophie de Descartes. Cette importante vérité a été de bonne heure admise par les sages de l'Inde, puisqu'elle apparaît comme la base même de la philosophie Vedanta, attribuée à Vaisa. Nous avons sur ce point le témoignage de W. Jones dans sa dernière dissertation, ayant pour objet la philosophie asiatique. Le dogme essentiel de l'Église Vedanta consistait non à nier l'existence de la matière, c'est-à-dire de la solidité, de l'impénétrabilité, de l'étendue, négation qui, en effet, serait absurde, mais seulement à réformer sur ce point l'opinion vulgaire et à soutenir que cette matière n'a pas une réalité indépendante de la perception de l'esprit, existence et perceptibilité étant deux termes équivalents. Cette simple indication montre suffisamment dans le védantisme le réalisme empirique associé à l'idéalisme transcendantal. Une telle conception, absolument vraie d'ailleurs en elle-même, est cependant exclusive, et résulte d'une abstraction volontairement opérée par l'esprit. La meilleure preuve en est dans la répugnance naturelle des hommes à admettre que le monde ne soit qu'une simple représentation, idée néanmoins incontestable. Cette prétendue réalité, dis-je, est une pure chimère, un feu follet propre seulement à égarer la philosophie qui lui fait accueil. Ce qui connaît tout le reste sans être soi-même connu, c'est le sujet. Le sujet est, par suite, le substratum du monde, la condition invariable, toujours sous-entendu de tout phénomène, de tout objet. Car tout ce qui existe existe seulement pour le sujet. Ce sujet, chacun le trouve en soi, en tant du moins qu'il connaît, non en tant qu'il est objet de connaissance. Notre propre corps lui-même est déjà un objet, et par suite mérite le nom de représentation. Il n'est en effet qu'un objet parmi d'autres objets, soumis aux mêmes lois que ceux-ci. C'est seulement un objet immédiat,
Comme tout objet d'intuition, il est soumis aux conditions formelles de la pensée, le temps et l'espace, d'où naît la pluralité. Mais le sujet lui-même, le principe qui connaît sans être connu, ne tombe pas sous ces conditions, car il est toujours supposé implicitement par elles. On ne peut lui appliquer ni la pluralité, ni la catégorie opposée, l'unité. Nous ne connaissons donc jamais le sujet. C'est lui qui connaît partout où il y a connaissance. Le monde, considéré comme représentation, seul point de vue qui nous occupe ici, comprend deux moitiés essentielles, nécessaires et inséparables. La première est l'objet, qui a pour forme l'espace, le temps, et par suite la pluralité. La seconde est le sujet, qui échappe à la double loi du temps et de l'espace, étant toujours tout entier et indivisible dans chaque être percevant. Il s'ensuit qu'un seul sujet, plus l'objet, suffirait à constituer le monde considéré comme représentation, aussi complètement que les millions de sujets qui existent. Mais que cet unique sujet percevant disparaisse, et du même coup le monde conçu comme représentation disparaît aussi. Ces deux moitiés sont donc inséparables, même dans la pensée. Chacune d'elles n'est réelle et intelligible que par l'autre et pour l'autre. Elles existent et cessent d'exister ensemble. Elles se limitent réciproquement. Où commence l'objet, le sujet finit. Cette mutuelle limitation apparaît dans le fait que les formes générales essentielles à tout objet, temps, espace et causalité, peuvent se tirer et se déduire entièrement du sujet lui-même, abstraction faite de l'objet. Ce qu'on peut traduire dans la langue de Kant en disant qu'elle se trouve a priori dans notre conscience. De tous les services rendus par Kant à la philosophie, le plus grand est peut-être dans cette découverte. À cette vue, j'ajoute, pour ma part, que le principe de raison est l'expression générale de toutes ces conditions formelles de l'objet, connues a priori, que toute connaissance purement a priori se ramène au contenu de ce principe, avec tout ce qu'il implique. En un mot, qu'en lui est concentrée toute la certitude de notre science a priori. J'ai expliqué en détail dans ma dissertation sur le principe de raison comment il est la condition de tout objet possible, ce qui signifie qu'un objet quelconque est lié nécessairement à d'autres, étant déterminé par eux et les déterminant à son tour. Cette loi est si vraie que toute la réalité des objets en tant qu'objets ou simple représentation consiste uniquement dans ce rôle de détermination nécessaire et réciproque. Cette réalité est donc purement relative.